Les gars, vous avez vu la bombe que le département d'État américain a lâchée il y a quelques heures. Il a publié un document d'au moins 100 pages qui traite de certaines accusations contre Cuba pour des actes commis au cours de ces 70 dernières années contre les États-Unis. Il mentionne même la capacité de Cuba à s'infiltrer dans différents échelons du gouvernement américain, à recruter des agents d'autres pays, à recruter d'autres citoyens, même aux États-Unis, pour promouvoir l'extrémisme de gauche et l'espionnage à l'intérieur du pays. Le Brésil a également été mentionné dans ce document de 200 pages. Et le plus étonnant, c'est que ces enquêtes, ces investigations, n'ont pas commencé sous le gouvernement de Donald Trump. Au contraire, elles ont commencé au cours des 70 dernières années, depuis les années 50. Et elle a traversé des gouvernements de gauche, par exemple, les démocrates aux États-Unis, comme Barack Obama, comme Joe Biden. Et ce n'est que maintenant, sous le gouvernement de Donald Trump, que ces informations ont été révélées. Pas comme si c'était quelque chose que personne n'aurait jamais imaginé que Cuba puisse faire cela. Au contraire, cela fait au l'estancer. Cela n'a fait que confirmer ce que tout le monde savait déjà et ce que tout le monde attendait de Cuba, qui a soutenu le terrorisme de gauche, qui a soutenu le terrorisme dans le monde entier. Ils ont utilisé de jeunes intellectuels, les soi-disant artistes, même du Brésil, pour les former à la guérilla et les faire agir. Ils ont agi contre des nations qui, jusqu'alors, étaient amies, qui travaillaient avec les États-Unis pour freiner la croissance américaine et mener certaines actions à l'intérieur même des États-Unis. Et ainsi, bien sûr, comme le communisme le fait toujours, il promeut la division pour favoriser la conquête. Alors, regardez, ce document est intitulé par le département d'État par Marco Rubio, Cuba, la capitale du communisme du XXIe siècle. Regardez à quel point c'est grave, quelle bombe a été lancée par le département d'État qui officiellement, à partir de maintenant, accuse Cuba, en montrant avec des détails, avec des informations, avec des rapports de renseignement qu'il y a eu des décennies d'espionnage, y compris le. Marco Rubio parle de guerre d'usure menée par Cuba. Et je vais expliquer plus loin ce que cela signifie. Et un fait important qui montre que des mouvements d'extrême gauche ici au Brésil, y compris, continuent de participer. Certains mouvements de gauche ici au Brésil sont soutenus et ont été soutenus par Cuba. Et ce rapport, de manière générale, est une synthèse du renseignement américain qui a été accumulé au fil des années, y compris sous les gouvernements de gauche. Et au cours de ces décennies, pour réitérer ces accusations contre Cuba et maintenant approuver, ces documents qui ont été publiés maintenant approuvent, une bonne fois pour toutes, cette stratégie actuelle de Donald Trump contre ces communistes, contre l'extrême gauche. Et Marco Rubio lui-même, secrétaire d'État des États-Unis, il s'est frappé la poitrine et a dit « Je vais parler de Cuba et je vais mettre un point final à cet extrémisme qui affame les gens, qui provoque des crises, qui provoque un manque d'évolution de l'humanité. » Là-bas, en fait, à Cuba, les gens n'évoluent pas, ils s'atrophient, aussi bien socialement, politiquement, physiquement que mentalement. Je vais tout expliquer en détail et ce que le Brésil a aussi à voir avec ce rapport, avec beaucoup de détails dans cette vidéo en ce moment. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Felipe Moretti, ici je parle de géopolitique avec une approche militaire. Si tu n'es pas encore abonné, je te donne un conseil. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification pour ne rater aucun contenu. Et cette vidéo ira aussi sur la zone militaire, parce qu'il s'agit d'un sujet très important, qui doit être mieux exposé au public et susciter plus d'engagement, pour que le public reçoive ces informations et commence à comprendre l'importance de Cuba dans le soutien à l'extrémisme et au terrorisme mondial. Et que cela, bien sûr, doit prendre fin. Et aujourd'hui, avec ces documents de 100 pages publiés par Donald Trump et Marco Rubio, il devient de plus en plus clair que Cuba dirigeait un mouvement depuis près de 7 décennies
depuis les années 50, une campagne d'espionnage et aussi de subversion contre les États-Unis. Mais pourquoi parler de subversion et d'espionnage? Parce que Cuba jugeait, recrutait et formait aussi des personnes américaines, cubaines, des personnes du Brésil, les soi-disant intellectuels entre guillemets, pour promouvoir une inégalité, disons, une rupture de la normalité. Pardon, là-bas aux États-Unis, pour que le gouvernement local, le gouvernement américain se retrouve à la croisée des chemins, où les mouvements sociaux prenaient de plus en plus de force, il y avait beaucoup de mouvements de violence, de casse. C'était les blancs contre les noirs contre les blancs, les noirs contre les noirs, les blancs contre les blancs. Et cela très souvent était promu de manière très silencieuse, les amis, par les Cubains à travers le recrutement et aussi la formation d'agents, entre guillemets, qui étaient très bien formés, sur l'île de Cuba envoyés en Amérique centrale et de l'Amérique centrale vers les États-Unis, en suivant un entraînement de guérilla, en apprenant comment se comporter dans la société, pour s'infiltrer, pour provoquer des disputes, des discussions, de la discorde. Créer la division pour réussir petit à petit à atteindre les plus hauts échelons du gouvernement américain. Et cela s'est produit. Et cet entraînement se faisait aussi avec les Chinois et les Soviétiques. Nous avons ici, par exemple, des exemples de cette année et de l'année dernière de Chinois arrêtés au sein du département de police de New York. Une maire d'une ville là-bas, aux États-Unis. Elle avait été écartée de son poste et sera possiblement arrêtée et condamnée à plusieurs années de prison pour implication directe avec le Parti communiste chinois. Elle a été considérée, classée comme agent étranger, agent de la Chine agissant en faveur des intérêts du gouvernement chinois, et non du gouvernement américain, et non de la société américaine. Et cela nous montre que Cuba a soutenu le terrorisme de gauche, principalement l'idéologie marxiste-léniniste, qui n'est rien d'autre qu'une branche du communisme soviétique qui lutte, qui utilise la lutte armée pour arriver au pouvoir. C'est ça le léninisme. Et ainsi, pendant des décennies, ils ont organisé des centres de formation, des fonctions, ils ont même préparé des étrangers pour semer la discorde à l'intérieur des États-Unis. Et cette stratégie est décrite par Marco Rubio comme une guerre d'usure prolongée. Et qu'est-ce que cela signifie? Cuba savait qu'elle ne pourrait pas détruire les États-Unis, militairement parlant, même si elle possédait des armes nucléaires. Parce que les Américains se sont toujours présentés comme une nation dotée d'une force militaire robuste. Les Américains ont déjà essayé d'envahir Cuba par l'île. À la baie des Cochons, bien sûr, il y a eu des échecs, mais cela ne se compare même pas à la puissance militaire américaine. Parce que jusqu'alors, cette infiltration menée par la CIA visait surtout à infiltrer des individus qui avaient quitté Cuba, les réfugiés et les Américains. La CIA a essayé de recruter ces individus, elle l'a fait bien sûr, et a tenté de renverser le gouvernement de Fidel Castro à l'époque. Grâce à cette infiltration, et par la suite, ils allaient fournir un soutien aérien avec les forces armées américaines. Mais tout a mal tourné. Il y a eu une force de contre-attaque de Fidel Castro, qui était déjà préparée. À l'époque, il a reçu une information bien à l'avance, repoussant ainsi cette infiltration de ces réfugiés cubains dirigés par la CIA. Donc ça n'a pas très bien marché, mais il savait que la révolution cubaine ne pourrait pas arrêter les États-Unis. La seule façon de les arrêter, c'est par une guerre d'usure prolongée, qui dure déjà depuis plus de 70 ans, par l'infiltration d'agents, l'infiltration de personnel, y compris en agissant jusqu'au plus haut niveau politique des États-Unis. Il y a même des politiciens liés à ce type de mouvement. Et un fait important, c'est que Cuba a de nouveau été classé comme État soutenant le terrorisme. Et Marco Rubio affirme que le terrorisme d'extrême gauche est redevenu le principal sujet, la principale menace violente non étatique au niveau mondial.
Donc cela nous montre déjà que l'objectif, la priorité, la direction de Donald Trump et de Marco Rubio, sans aucun doute, est de combattre l'extrémisme. Ce n'est pas un hasard s'il a convoqué plus de 66 pays pour participer à cette réunion ministérielle qui doit avoir lieu dans les prochains jours. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'informations indiquant si le Brésil a effectivement refusé ou accepté cette invitation, mais il a été invité. Le Brésil, même Mauro Vieira, a dit qu'il allait vérifier s'il pouvait participer à cette réunion ou non, car cela risquerait d'entrer en conflit avec une agence. Un agenda qui est également prévu le même jour ici au Brésil, n'est-ce pas ? C'est une situation délicate pour le pays en ce moment, qui traverse cette crise diplomatique avec les États-Unis. Alors, ce rapport, comme j'ai analysé ici toute cette documentation de 100 pages appelée la capitale du communisme du XXIe siècle, ce rapport, il reconnaît en fait donc que l'île de Cuba a opté pour une stratégie asymétrique à long terme, au lieu d'une confrontation militaire, parce qu'il savait qu'il était impossible, c'était impossible d'affronter militairement les Américains. Et cela se voit déjà même en ce moment, parce que les Américains se rapprochent de plus en plus de Cuba. Et des exemples concrets qui se sont produits avec cette influence de Cuba ici en Amérique, par exemple, ils ont recruté certains agents, quelques Américains, qui appartenait même au mouvement des Black Panthers, qui était un mouvement de noirs là-bas aux États-Unis, avec une idéologie très extrémiste, radicale, socialiste, de tuer des blancs, de tuer des policiers, de promouvoir la violence contre l'État. Et ils ont recruté, ils ont accueilli ces membres des Black Panthers comme s'ils étaient, entre guillemets, des réfugiés fuyant la justice américaine. Ici, en Amérique latine, Cuba a agi en mettant en place le modèle de guérilla, le modèle d'enseignement, de recrutement, de formation. Des guérilleros des FARC et aussi de l'ELN, qui sont des groupes là-bas, des guérilleros marxistes, qui pratiquaient des enlèvements, exerçaient de la violence contre l'État, des attentats à la bombe, du trafic de stupéfiants. D'ailleurs, les FARC elles-mêmes ont figuré pendant des années sur la liste des organisations terroristes des États-Unis. Et là, Cuba, encore une fois, elle se montre, n'est-ce pas, comme l'une des principales instigatrices de ce mouvement ici en Amérique du Sud. Et nous ne pouvons pas non plus oublier de mentionner le Nicaragua et El Salvador. Le Nicaragua, lui aussi, a soutenu certains de ces mouvements, des décisions de la révolution sandiniste soutenues sans aucun doute par Cuba. Et El Salvador aussi avec le Front Farabundo Martí de Libération Nationale qui était le mouvement de guérilla également soutenu par Cuba. D'autres activistes américains allaient aussi à Cuba pour se former et revenaient ensuite dans leur pays, pour promouvoir en fait ce que ces mouvements léninistes, marxistes, de mouvements sociaux portaient, cette volonté de manifester en faveur du mouvement social. Ils disaient qu'ils étaient des artistes. Ensuite, ils s'infiltraient au cœur de l'appareil politique du gouvernement américain et ainsi ils promouvaient divers actes de violence contre le pays pour essayer de diviser la société et ainsi conquérir le public à travers des mouvements d'extrême gauche. Et un fait important de ce document de 100 pages est que Fidel Castro et aussi le régime cubain ont soutenu les mouvements de guérilla de Carlos Marighella ici au Brésil. Oui, Carlos Marighella lui-même, les amis, il a développé le mini-manuel de la guérilla urbaine qui a été beaucoup utilisé, y compris par des partis, par des dirigeants qui ont fondé les partis d'extrême gauche ici au Brésil et aujourd'hui. Je ne vais pas les citer ici, bien sûr, mais les activistes américains qui promouvaient les guerres sociales aux États-Unis, influencés par Cuba. Ils voulaient en apprendre davantage sur ce mini-manuel de la guérilla urbaine, comment le Brésil menait cette guerre de guérilla ici dans le pays. Ils braquèrent des banques, d'ailleurs, une ancienne présidente du Brésil a participé à un braquage de banque. Elle était aussi une guérillera terroriste et qui malheureusement est devenue présidente. Et Carlos Marighella a été le précurseur de ce mini-manuel, ce qui a attiré l'intérêt des activistes américains
en réalité des terroristes. Et Cuba a essayé d'intégrer ce mini-manuel dans la mise à jour des formations et du recrutement à Cuba. Et ainsi, depuis les années 50, Cuba fomentait et continue encore de soutenir ces groupes, ces mouvements, ces organisations d'extrême gauche dans le monde entier. Bien sûr pour affecter les États-Unis, non pas militairement mais politiquement et idéologiquement. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo d'analyse très poussée qui montre de nombreuses complexités et l'action de ces dirigeants d'extrême gauche qui causent des morts, provoquent la faim, la corruption, le vol, et ceux qui en souffrent, sans aucun doute, ce sont toujours les gens honnêtes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo ici sur la chaîne.